Détroit, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Gabriel Andrieux venait enfant à Tanger, dont il est définitivement devenu un fidèle visiteur dès le début des années 70. Il fréquenta la ville d'abord avec son ami Fabrice Emmer, le fondateur et propriétaire de la fameuse discothèque parisienne Le Palace, qu'accompagnaient Robert Hirsch, Roland Barthes, Jacques Grange ou François-Marie Bagné, qui allait alors prendre une fameuse photographie de Samuel Beckett sur la plage municipale. Il s'agissait d'un Tanger interlope et cosmopolite, dans une forme de joyeuse déliquescence, où Gabriel Andrieux rencontra le groupe de ceux qui allaient devenir ses proches amis de toute une vie, Simon Cohen, Safia Westlati, Tessa Coddington, le tailleur Pepe Gomez, Jean-Louis Scherrer et Tahar Benjeloun, Arlette Mitterrand, etc. Période où l'on assiste aux dernières heures du piano-bar Le Parade de Lily et à la naissance du Palace Le Mirage. Gabriel Andrieux, énarque, fut un haut fonctionnaire au ministère français des Finances, détaché à la mairie de Paris où il fut directeur des musées de la capitale, et à la demande de Jacques Chirac et de Pierre Segers, fondateur et directeur de la Maison de la Poésie, entre autres fonctions et activités d'une carrière pleine de joie et de surprises, qui l'amena à côtoyer aussi bien François Hollande que Hubert Védrine, qui demeure son ami de promotion, Philippe Soupeau et Jean Tardieu, René Char et Lawrence Durrell, entre autres grands noms de la culture française et mondiale. Réalisé dans un hôtel El Minza bruyant car assiégé par les travaux de restauration de la ville, voici un entretien d'été de Détroit avec l'un des personnages au cœur de la mémoire d'un certain Tanger, un Tanger qui nous laisse encore rêveurs. Gabriel Andrieux, comment avez-vous connu Tanger ? Alors, vous faites partie des figures de Tanger. Oui, maintenant, oui, c'est bon. Alors, c'est en plusieurs épisodes. Un premier, j'ai entre 7 et 10 ans, 12 ans, etc. Et je suis né, pas très loin, enfin finalement, à vol d'oiseau, à Mostaganem, qui est une ville entre Oran et Alger, d'ailleurs plus près d'Oran, 70 km d'Oran, dans une baie là qu'on appelle la baie d'Arveux, et c'était une ville ancienne d'ailleurs, qui était une ville même du néolithique, etc., et c'était une grande place forte turque. Le mot d'ailleurs de Mostaganem est plutôt un mot turc, et qui est conquise après. C'est d'ailleurs à partir de cette garnison de Mostaganem, là où on a mis une troupe, que le général de la Mauricière va réunir ses troupes pour partir à l'attaque du pauvre émir Abdelkader, etc. Ça se passe un peu là, dans cette région, Tlemcen, Mascara, c'était le fief d'ailleurs d'Abdelkader. Et donc, en voiture, nous venions en vacances et en voiture, et on prenait la voiture de Mostaganem, on allait jusqu'à Tlemcen, Oujda, on traversait Oujda, et puis Fès. Alors, il y avait la plaine entre Oujda et Fès, qu'on appelle la plaine du Guersif, c'était une chaleur, c'est un désert épouvantable avec des chaleurs intenses, surtout l'été. Et donc, Oujda, petite à Fès, chez un oncle, et puis Meknès, Tanger. Et on arrive à Tanger, donc j'ai cet âge-là, autour de 10 ans, et la ville ça se passe dans les années 50, ça. Donc elle est très sulfureuse, c'est-à-dire ma pauvre mère nous tenait, mon frère et moi, par la main, et alors on logeait. Mais c'était pas encore Tanger International. Ah oui, mais qui est très, très mal famé. Il faut le savoir et le dire aussi, si vous voulez. Il y avait plusieurs strates, si j'ose dire, mais le centre-ville,
Il y avait déjà le boulevard Pasteur, si vous voulez, avec des établissements, des magasins. Et d'ailleurs, assez joli, les magasins, c'était un petit Paris, comme on disait à l'époque. Et les dames venaient faire leurs courses à Tanger à cause du régime fiscal et des boutiques qu'il y avait. Et donc, je me souviens rentrer dans des boutiques où il y a maintenant la librairie des colonnes, tout ça. Il y avait le Claridge, un restaurant où on allait manger, qui était très bon à l'époque. Et donc, on dormait au Minza ou à Orif, selon. Bon. Et on attendait d'avoir les billets pour traverser le détroit, aller à Algeciras, et on changeait de l'argent. C'est ça qui est extraordinaire. La ville était une ville de changeurs. Le petit Soko, tout ça, il y avait même des gens sur l'air, on le voit dans des photos anciennes, des petites tables, il va changer ça. Et du coup, pourquoi fallait-il changer? Ben nous, on avait du franc d'Algérie et de Tunisie. C'était un franc propre de la banque de l'Algérie et de la Tunisie. Ici, il y avait du dirham marocain, émis par l'État marocain, avec sous le couvert de la résidence française, naturellement. Enfin, c'était quand même une monnaie locale. On achetait des pesetas espagnols, des livres Gibraltar, et du franc français, et des fois même de l'escudo portugais, parce que des fois on passait par le Portugal. Et puis, on passait dans ces ruelles pour descendre au port, etc. Et il y avait des restaurants au port là, qui étaient assez bien. Et je vous dis, on passait dans des hôtels où on voyait des femmes qui étaient un peu dehors, comme ça, qui étaient des femmes qui traînaient là un petit peu la journée, hein, j'entends. Et je l'ai pas vu, pas su, parce que mais il y avait des cabarets le soir. Une ville qui donnait un peu une grande agitation. Une ville offshore, une ville voyou, quoi. Une ville voyou. Mais on le voyait pas. C'est-à-dire c'est une ville de trafic de tout, prostitution, drogue, cigarettes et affaires financières. Et des grandes banques, dont j'ai su après que ces grandes banques, ici, étaient des banques de familles très anciennes, de familles juives de Tanger, qui avaient des établissements bancaires de haut niveau, etc. Et on partait. Et donc, Tanger me fait une mauvaise impression à ce moment-là. Puis la ville, je vous dis, est un peu interlope. Mais on voyait qu'il y avait des environs très bien, qu'on voyait la montagne, il y avait très peu de maisons, mais on voyait la montagne, tout ça, etc. Et j'entends plus parler de ça. Et en 1970-71, j'étais très ami de Fabrice Emer, qui avait des discothèques à Paris, le PIMS et le 7 rue Sainte-Anne. Et le fameux Palace. Ah, plus tard. C'est-à-dire, enfin, mais il commençait là, dans ces années, il n'y avait pas encore le Palace, qui ne va ouvrir qu'en 76-77. Mais je le rencontre moi. Moi, on arrive à Paris en 70. Je suis admis à l'ENA, donc j'arrive et immédiatement par un hasard, je rencontre Fabrice. On sympathise. C'était un homme à s'emballer pour des têtes nouvelles et puis on devient très très amis. Et il a été entouré d'un petit cercle de gens un peu brillants comme Bernard Minoret, etc., etc. Il me dit de l'année suivante, je loue une maison à Tanger. Viens avec moi parce que je veux voir dans quel état est la maison et qu'est-ce qu'il faut apporter pour passer. Je fais venir une camionnette pour qu'on ait des très beaux draps, des trucs, parce que il louait la maison de Tessa Coddington Wheelers. Enfin, elle s'appelait. Tu sais encore, j'ai connu jeune fille. Bon, enfin jeune fille, oui. Alors parce que je l'ai connue parce qu'elle vient à Paris pour signer le contrat de location en dînant avec nous au 7, au restaurant du 7 de la boîte. C'est très sympathique d'ailleurs. Et une des plus anciennes villas de la Nouvelle Montagne, en fait. Oui, une des plus anciennes. Et nous arrivons, alors on arrive au mois de mai, et 7 jours de pluie. Une horreur. Et je dis à Fabrice, c'est un endroit impossible. Le temps est affreux. Il dit, mais non, mais ça c'est le printemps, et à l'été ça sera mieux. Bon, d'accord. Et on sortait, mais on était obligé de sortir quand même, où on allait dans des cafés. Alors, au Minza, prendre des cocktails le soir. On allait chez Porte, qui était la pâtisserie, là où il y a Dite Porte, là où il y a McDonald's maintenant. On allait prendre le fameux dry martini. Absolument, cocktail, etc. Et l'espagnola. Et Fabrice adorait l'espagnola, où on allait prendre des citrons en glace à agua limon et des petits gâteaux qu'on appelait tocino del cielo, des petits cochons du ciel, qui étaient des super flancs au jaune d'œuf exclusif avec jaune d'œuf et sucre un jus sucré, de l'eau et beaucoup de sucre. C'est un délice, caramélisé. À ce moment-là, je rencontre et on voit que je connaissais de Paris, mais comme ça, on allait le soir chez Yves Vidal et Charles Sévigny, qui avaient déjà la maison de York Castle, enfin la résidence de York Castle, qui nous reçoit.
Mais c'était hors saison, il y avait pas beaucoup de monde, mais il nous présente déjà quelques figures de là, parce qu'on devait venir l'été. Et dans la maison de Tessa, on fait connaissance c'était un Anglais, des Anglais, entièrement anglicisés. Au-dessus, le Major Everett, là où il y a Eric Pillon. À côté, Sir David Herbert. Qui est le père de Rupert Everett, d'ailleurs, de l'acteur Rupert. Oui, le père, oui, le fils allait à l'école, ici, là, au lycée. Et alors, à côté, Sir David Herbert, qui est le deuxième fils de Lord Pembroke, enfin, le frère du duc. Et puis alors, au-delà, plein d'Anglais. Un peu en dessous de la maison, une maison qui avait été prise par des Anglais, mais qui a été vendue au roi pour loger la Habla, qui était la mère de Hassan II. Il y a d'ailleurs le petit square, là... Qui est la résidence favorite de Mohamed VI. Voilà, exactement. Là, alors, on peut pas si avec David Herbert, qui était merveilleux, et je rencontre presque immédiatement, parce qu'on venait avec une amie qui s'appelait Odette Morlock, qui était assez intrigante, et qui, dans un endroit, elle allait partout, elle venait, et elle allait au Rif, et elle harponnait Simon Cohen. Et elle dit, ce soir, je ne dîne pas avec vous, je vais dîner avec un ami qui m'a invité. Alors, c'est intrigué. Fabrice, il n'aimait pas qu'on dîne en dehors de la maison. On venait avec lui. On dit, mais quelle idée, etc. Mais qui c'est ce type-là? Enfin bon, bref. Et alors, il me dit, je sais bien que la Morlock a dépassé l'âge de s'être lancé dans la galanterie, mais avec ici, on ne sait jamais. Va voir qui c'est ce type-là, que ce soit pas un souteneur. J'y vais, je tombe sur Simon. Très sympathique. Et Simon, il voulait connaître Fabrice aussi, qui avait déjà une certaine réputation. Enfin, l'affaire se fait, et je suis venu plusieurs années là, avec Fabrice, jusqu'à... Et déjà, 70, 71, vous avez le cœur de vos amis. Absolument. Je connais donc Simon, Safia, et par Simon... Safia Weslati. Voilà. Par Simon, qui venait de se marier, de s'installer. Hein, elle venait d'acheter la maison, là où elle est. Et Simon était déjà un loup blanc, qui était un pilier de la ville, c'est-à-dire que la ville était construite sur sa famille en quelque sorte. Et il me présente à tout ce qui comptait, aussi bien marocains que des Européens, des Anglais. Il parlait toutes les langues avec beaucoup de charme, des Allemands. Enfin, c'était formidable. Et tout de suite un milieu, si vous voulez. Et quand Fabrice, après, alors on est revenu jusqu'à la mort de Fabrice, Fabrice est mort en 83, on est venu, je crois, jusqu'en 82, donc 10 ou 12 ans là. Et après, dans plusieurs maisons on a changé, on a fait plusieurs maisons. Et je revenais, moi, l'hiver, au Rif, chez Simon. Simon me présente également, alors, un vieux copain à lui, qui était une personnalité d'ici assez rigolote, qui était le tailleur Pépé Gomez, qui avait une boutique maintenant disparue, dans un endroit, vous voyez, au marché de Fès, là, juste la rue d'avant, et on vient de démolir, il y avait un café, on vient de démolir un pâté de maison, c'était là. Ils sont tous de tailleurs, et ça a l'air de rien, alors c'est un espagnol un peu analphabète, mais qui était assez rigolo, qui raconte des histoires toujours un peu frivoles, et qui faisait des costumes pour tout le monde. Et les gens qui venaient au marché de Fès, qui était le grand marché de légumes un peu plus chic, que les gens n'allaient pas au Grand Soko, c'était trop... Bon. Là, ils allaient au marché de Fès, il y avait les fruits, les légumes, ça changeait, il n'y avait pas d'animaux, là. Les gens faisaient leurs courses, déposaient les provisions au rez-de-chaussée, parce que Pépé avait la boutique, avec un cabinet d'essayage, et au-dessus, une mezzanine, où il y avait les machines à coudre, et le truc à repasser, etc. Et donc, on mettait les trucs en bas, et on allait faire des courses, qui à la banque, à la pharmacie, acheter des journaux, enfin, bon, c'était tout, on revenait chercher ça. On pouvait garer facilement dans les rues où il n'y avait pas beaucoup de trucs. Et, en face de Pépé, au bout, le cinéma Mauritania. Et là, il y avait encore, il n'y a pas longtemps, ils les ont enlevés. Je voulais les prendre, mais j'ai demandé à Karim, j'ai dit, Karim, s'ils démolissaient, tu vois qu'ils jettent à la pelle les trucs en fer forgé, le nom des rues qu'il y avait avant, tu me les ramasses. Alors, il en parle, et l'architecte a dit non, on va les garder parce qu'on les met au musée. C'est en fer forgé, rue des Vignes et rue Samuel Pépi. Car il y avait une rue Samuel Pépi à Tanger. Et alors, en face du Mauritania, de l'autre côté de la rue, une petite maison, quelques marches, une terrasse et un truc fermé, un endroit mythique qui s'appelait chez Lily. Alors, j'ai retrouvé une photo, là, je sais pas, quelqu'un avait mis des photos de Tanger, je l'ai retrouvée, qui était un endroit, Lily,
Alors Fabrice adorait ça, on allait parce qu'elle faisait le hachis parmentier très bien. Et vous aviez des tables avec Guy et Marilette de Rothschild, avec Alexis Drédé, les Agnelli. Enfin, c'était un peu comme à Marrakech, la gentry, les Beaumont, tout ça, venait là chez Lili. C'était une femme qui avait commencé sa carrière en faisant du change dans la rue. Elle avait monté cette affaire avec un copain, lui, qui était un peu alcoolo, lui aussi, qui se tenait le piano. C'est un piano-bar, avec un décor de velours rouge absolument formidable. Et je vous dis, un endroit, il y a, dans les endroits de Tanger, il y a ça, qui a disparu. Et en face de la Société Générale, là où il y a le parking, la rue, qu'on appelle rue des Vignes, à côté de l'endroit où il y a le libraire. Un petit truc qui existe encore, qui a été refait, qui est un endroit grand comme ce coin-là, qui s'appelle le trou dans le mur. Qui existe encore. Ce trou dans le mur a été un endroit où toute la littérature venait là, et c'était l'un des grands endroits de Francis Bacon aussi, le peintre, parce que c'était très petit. Les types venaient picoler, on pouvait pas se mettre à plus de 4 ou 5 au bar, tellement c'était petit, mais le patron convoquait des types qui venaient régulièrement, faisaient un tour, se présentaient, et ces messieurs faisaient affaire, comme ça, sans trop de compromission, etc. Avec la garantie du patron du bar. Et donc, je dis le trou dans le mur, ça paraît... Et voilà. Et il y avait chez Lili, le trou dans le mur, et Parade. Alors, la Parade, absolument. Alors, la Parade, c'était Lili. Il y avait l'autre endroit qui était une villa où il y a la grande mosquée, là, en face, là, dans cet angle-là, qui était chez Guitas. Voilà. Oui. Mais qui est pas très ancien, il y a longtemps que... Ancien, oui. Ah, alors, il y en avait il y avait une dame, mais c'était sur la plage, là. Il s'appelait le BBC, chez Emma. Oui. Alors, ça, c'était un balnéaire où il y avait également beaucoup de gens célèbres là-dedans, parce qu'elle faisait les rougets, etc. C'était très bien. Et là, j'ai un souvenir un peu précis, parce que à un moment donné, on a partagé une maison avec Jacques Grange, et qui était à ce moment-là un peu en ménage avec François-Marie Bagnier. Et nous voilà chez Emma, là-bas, le bar s'appelait le BBC, le restaurant, et on était en train de déjeuner, et à une table au bord de la fenêtre là-bas, Beckett et sa femme, qui était à l'hôtel Miramar en face. C'était un petit hôtel qui était juste au côté de la rue, du boulevard. Le boulevard était à 2 étages. Il y avait un qui était plus bas close. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Bagnier avait demandé 100 fois à photographier Beckett, qui avait dit toujours non. Je dis à Bagnier, j'ai dit, écoute, ils sont sur le départ, parce ils mangent de bonne heure. J'ai remarqué qu'elle va partir aller faire la sieste, et lui, il fait une promenade, il faisait un vent à décorner les bœufs d'ailleurs, un grand vent, le sable volé. Il va faire une balade sur le sable là, sort avec ton appareil, fait le tour, revient à contresens, et tu te colles dans il y avait un autre bar, machin, là, de plage, tu te colles là, et quand il apparaît dans le champ, photo. Et aussitôt il revient, il dit oui, j'ai fait et c'est une photo qui est assez célèbre parce que il lutte contre le vent et il y a un gosse qui joue au ballon. Le ballon est en l'air et le gosse a le pied levé comme ça, comme si c'était à l'arrêt. Donc, il lui envoie la photo. Et Beckett lui dit, écoutez, finalement, si vous voulez me photographier, je suis d'accord, mais alors, devant chez moi, dans l'appartement, dans le 14e, là-bas, il y a un square sur un banc, mais là, seulement, etc. Donc, il a fait quelques photos de Beckett dehors, comme ça. Et après, mais heureusement parce que Beckett c'est pas trop les photos. Et donc chaque fois que je vois Bagnier, je me rappelle ce souvenir-là de chez. C'est pour ça que maintenant vous faites partie. Emma, la BBC. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man with a sword, with a sword, with a sword.
Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Et alors, début années 80, vous arrêtez de venir. Ah non, 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 moi je n'ai jamais quasiment arrêté de venir l'été, c'est beau, sauf 2 ou 3 fois. Et après j'ai pris l'habitude de venir l'hiver. Et un beau jour, Simon m'avait présenté un monsieur extraordinaire qui était le baron Favier, qui avait une maison derrière l'hôtel Jenina. Vous voyez la rue Grossus qui monte à la rue ancienne, qui part de l'avenue d'Espagne, là, qui va vers la poste, là, qui monte jusqu'à... La rue Antaki. Voilà. Vous savez, moi, j'ai zappé tous ces noms-là pour me souvenir. Les gens ne disaient pas ça. Moi, le temps que j'ai connu, les gens disaient c'est la rue des Vignes, c'est la rue Grossus, la rue Dante. Vous avez tous ces immeubles un peu chics, là, de la rue Dante. Et le baron Favier habitait sur une rue. Il y avait 2 rues, une qui montait et une autre comme ça. C'était déjà formidable parce que je veux dire, c'était du politiquement incorrect. Il y avait la rue Pizarro. Et la rue Cortez. Et le baron me fait bon accueil, c'était un homme charmant. Alors, lui était arrivé dans les années 40, c'est-à-dire, il est mobilisé en 40, mais grâce à Dieu, il fait partie de ces gens, j'ai connu comme ça les rescapés de 39-40. Les pauvres malheureux qui étaient démobilisés dans la zone nord, envoyés en Allemagne, prisonniers, puis après travailleurs forcés, et ceux de la zone sud renvoyés dans leur foyer. Charles est libéré à Valence, donc zone sud. Alors, il a pas de nouvelles de sa mère, sa mère avait une très belle villa à Cannes, il se présente, la cuisinière gardienne et puis le domestique, elle a dit, mais madame elle est partie chez votre frère, il avait un demi-frère, le général Favier, alors qu'il était peut-être pas encore général, colonel en tout cas, qui est à Rabat. Et le jeune, pas Favier, Spilman, alors Spilman, c'était un frère aîné de Charles. Elle avait eu un premier mari, la baronne Favier, qui était le comte Spilman, un Belge, et c'était une femme qui harponnait des milliardaires, des gens riches en tout cas. Donc ce Spilman, elle a ce fils qui a fait l'armée et qui a été, dans l'équipe de l'IET, un officier de l'équipe de l'IET. Et quand arrive la guerre, il dit à sa mère, maman, venez, parce que vous serez tranquille à Rabat, j'ai une maison, il était marié déjà, avec des enfants. Son fils aussi est devenu général de gendarmerie, que j'ai connu, le neveu de Charles. Et puis, le frère dit à Charles, mais viens au Maroc, parce que ne reste pas, surtout que à Cannes, ils avaient fait la folie, sa mère avait une voiture américaine. Elle avait fait la précaution de faire des barils d'essence dans le garage de la maison. Et le voilà en train de faire la croisette à Cannes. La police l'arrête, il dit, mais monsieur, où avez-vous pris l'essence? C'est rationné. Et une voiture américaine, tout ça c'est très mauvais. Donc, au poste, tout ça. Alors, il s'en tire par miracle. Mais le frère dit, écoute, c'est fini. Direction Marseille, le bateau et Casa. Et en effet, il arrive à Rabat. Et à Rabat, il est avec sa mère. Et Charles était à ce moment-là le petit ami d'un milliardaire chilien très fameux qui s'appelait Arturo Lopez Winchell, qui était une fortune énorme du Chili, mais qui vivait à Paris, qui avait le palais de Madrid, avenue de Madrid, à Neuilly. Et il entretenait Charles, etc. Et alors, il téléphone, il dit, écoute, je suis à New York, si tu veux que je t'envoie un peu d'argent, je peux pas le faire au Maroc, mais va à Tanger, qui était international, je pourrais t'envoyer de l'argent. Et alors, ils viennent s'installer là, et Charles trouve à acheter une maison là où il était, là, dans cette rue qui est derrière. Si vous allez à pied, passez derrière l'hôtel Jenina, et vous allez voir la maison, parce qu'il l'a laissé à son chauffeur et maître d'hôtel, à Ahmed. Et donc,
il achète cette maison, il fait aménager, c'est des 2 niveaux pour sa mère en haut, puis après sa mère est allée vivre rue Grossus, dans l'immeuble, on avait l'immeuble rose. Et Charles achète de l'immobilier, il a longtemps vécu de ressources de la location d'appartements qu'il avait pu acheter à ce moment-là. Donc, il s'installe là. À cause de lui viennent tout un tas de personnalités qui étaient formidables. Hubert de Saint-Snoc, l'héritier des Champagne-Henriot, mon ami Roger Dan, l'acteur, tout ça. Bref. Et j'habite chez lui. Et c'était une maison charmante, meublée de meubles 18e, chinés chez les antiquaires à Paris. Il y avait un appartement magnifique, très bien décoré, enfin une maison. Et j'ai passé là des années formidables. Et on allait à la plage manger au Mirage avant les Chacours. C'était une auberge, C'était un boui-boui, un boui-boui tenu par un Espagnol qui nous vendait, il disait c'est de l'espadon, c'était du chien de mer, il y avait toujours des contestations culinaires. Et ensuite, on pouvait pas aller à la plage, car il n'y avait pas même de vue sur la plage, parce qu'il y avait un mur énorme pour protéger pas la baignade, elle se baignait pas, mais la promenade de la Habla dans les pavillons qu'on avait construits là, qui sont toujours là, du roi. C'est ça la plage de la mer de la Reine-Mère. Bon. Alors quand elle n'était pas là, c'était très libéral, d'ailleurs la Reine-Mère donnait des ordres, et les gens de Jbilat descendaient, c'était très sympathique. Alors on pouvait nous aussi y aller, après, on passait là où il y a le palais du roi, le Fahd, du roi d'Arabie. Salman, enfin, bon. Et donc, on allait là-dedans. Vous passiez par Kota pour aller... Non. La route n'était pas bonne, etc. Et c'était un peu... Il y avait quand même un peu de police. Alors, nous, notre groupe, là, et les gens... Il n'y avait pas de virage. Oublions le virage. Il n'y avait pas d'escalier, rien. Il fallait escalader des trucs. Il n'y avait rien. Rien. Il y avait un terrain. Et on allait se baigner à Robinson, comme dit Scherer. On dit toujours Robinson, c'est plus chic. Et donc, on a le Robinson, que la plage était formidable, etc. Donc, et là, avec toute une équipe, le baron Fabier, Roger Dan, enfin, tout un tas de personnes, Jacques Robert, qui était un Suisse, Robert Géroffi, qui venait de temps en temps, etc. Donc, tout ce monde-là, c'est des années. Et puis, un jour... Ça, c'est les années 80. C'est les années 90, même. 80. Oui, 80. Fin des années 80. Enfin, le restaurant est racheté par les Chacours. Ils arrangent un petit peu mieux, etc. Et puis ça devient assez bien. Un beau jour, on voit des grues s'élever un petit peu, enfin dépasser légèrement le truc. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là Elle me dit, on construit un motel. Ça ressemblait à un motel au début. Alors, c'était un motel. Leur idée, c'était que les gens, les travailleurs immigrés, venaient en voiture, et en attendant l'embarquement au bateau, il y avait une liste d'attente, il y avait des tickets. Les gens pouvaient venir là 3-4 jours. Il y avait d'ailleurs des cuisines où on pouvait se faire la cuisine, 2 chambres, c'était grand, mais ça a duré un petit moment. Et puis il y avait des bungalows plus simples, etc. Moi je dis au baron, j'ai marre de faire la route, Charles, parce que ton chauffeur peut t'amener, et après moi, au lieu de rentrer à Tanger, je reste là pour dormir et aller à la plage le matin de bonne heure et marcher, etc. Je fais l'inauguration de ça, la piscine n'était pas finie. Donc le Mirage était un motel. Un motel, avec une clientèle. Tout ça n'a pas duré. Parce que les gens qui venaient là, c'était beaucoup de gens de Tanger ou du sud, de Marrakech, des Européens qui venaient pour passer l'été là. C'était très raisonnable comme prix, etc. Il n'y avait pas un arbre, il y avait du gazon. Et puis, on descendait un chemin caillouteux et dangereux pour descendre à la plage. L'ouverture a lieu en 92. Alors moi, j'étais déjà là. Arrive Scherer qui loue un bungalow. Le truc... Il y a très peu qui est resté de cette structure-là, mais il avait un petit truc avec 2 petites chambres et une terrasse et un espace de cuisine très petit, mais il faisait faire la cuisine par Fatima. On amenait le couscous et les salades là pour manger sur la terrasse. Et puis, Tar Benjeloun qui avait le bungalow de l'Angle où il y a Karine maintenant. Il venait d'avoir le prix Goncourt là, et arrive un événement, un matin, je me lève de très bonne heure, j'étais avec une amie, la Françoise Lafrani, et on se levait très tôt pour aller justement marcher. Et je vois le gamin qui était tout petit comme ça de table, au bord de la piscine. Je dis, on a dit, François, ça m'inquiète beaucoup ce gosse-là. S'il tombe dans l'eau et tout ça. Alors, je vais le chercher, il baradouine un petit peu, je lui dis, allez, viens. Alors, on l'installe à la terrasse d'un bungalow. C'était des télés encore, je lui tourne la télé comme ça pour lui mettre un dessin animé.
Et j'appelle le pauvre Moustapha, le type du room service, le matin à 7h. Je dis, qu'est-ce qu'il prend, le gosse? Il dit, il faut un genre de chocolat, là. Et amène chocolat et croissant. Et puis, le gosse était là. Et au bout d'un moment, je vois Tard sortir comme un fou, chercher partout ça. Je réalise pas, il doit chercher son fils, celui-là. Alors, je lui cours après, je dis, Monsieur Bedjol, le petit, nous l'avons pris là, voilà, ce matin. Il dit, c'est levé. Quand on dormait, je trouve le lit vide. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai cru qu'ils étaient descendus à la mer, qui s'étaient noyés. Donc, ça m'a... Alors, je dis, non, venez. Alors, il prend le gosse avec lui, tout ça. Bon, on s'appelle. Il dit, écoutez, c'est tellement gentil. Ce soir, dîner avec nous, on fera... Et commence une amitié sur cet événement-là, qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Amis, grand maintenant, voilà. Mais c'est drôle de... Donc il y a les années Fabrice Emmer, les années Baron Favier, et les années Scherer. Et Scherer, alors après il y a Scherer, il y a toute une équipe de Scherer, etc., qui était sympathique, parce qu'il y avait Scherer ici Tanger, d'Arbaroud là-bas, et puis également alors Scherer Normandie, à Vazoui, une maison de rêve, là, à la sortie de Honfleur, c'était formidable. Donc c'était pas mal. Et il y a aussi un Tanger de tous ces Anglais, et puis des gens qui venaient de passage. Par exemple, Fabrice, on logeait dans la maison, la de Tessa, il fallait se serrer un peu d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chambres chez Tessa, des petites choses, rien du tout. D'ailleurs, il louait une autre maison pour ses invités, mais il voulait avoir là, on lui donnait deux bonnes chambres, Roland Barthes. En face de chez Safia, dans une villa qui existe toujours, qui n'a pas changé, c'était des enseignants du lycée qui louaient pendant l'été, une maison qu'ils avaient pendant l'année, mais l'été ils le louaient, Robert Hirsch, son copain, là, le régisseur du théâtre Marigny, et Maître Dormois, l'avocat, qui est un grand ami. Alors, ce monde-là venait, on dînait chez Fabrice, où il y avait des grandes fiestas chez Safia, très intimes de Robert, et puis, Robert invitait Béjart et Georges Donne. Alors, je ne dis pas les tablés. Alors, il fallait d'ailleurs se mettre dans la courette, là, derrière, parce que pour se protéger du vent. On a eu Francis Bacon 2 ans de suite. Se saouler, terrible, il fallait aller le chercher parce qu'il allait dans des maisons de boissons où il y avait des putes là-bas, qui est en bas de la rue Goya. C'est une atmosphère qu'on peut pas... Quand on la vit, vous dites chez Scherer, un jour Scherer me dit, écoute, la bande de garçons, là, ils veulent fumer du haki, et ils vont se faire attraper, moi je vais avoir des ennuis avec ils sont terribles, ils ne sont pas raisonnables, et bon, à la maison, mais comment... Mais dis-toi qui connais un petit peu, est-ce que tu peux leur ramener des petits sachets comme ça, je crois que ça se vend, des trucs. Alors, me voilà parti à côté de Darbaroud, dans la ruelle, parce que j'avais remarqué quand on passait dans la rue qu'il y avait des bouffées d'odeur qui sortaient du café. Là. Alors je me pointe là-dedans, et le barman, vous voyez qui j'étais. C'est formidable parce que les Marocains en général, et les Tangérons encore plus, espèce de premier coup d'œil, ils ont vous savez, pour y faire psychologue, beaucoup mieux que les professionnels. Donc le type m'avait vu, et je lui explique en 2 mots ce que je cherche, il me dit, là-bas il y a l'assassin qui est à la table du fond. Je ne dis rien, je vais m'asseoir, je le regarde et je vois ce type dont je vois qu'il avait une certaine beauté certainement. Donc on fait affaire, etc., je le règle, et je lui dis, c'était une belle femme ou quoi? Et le type à ce moment-là me dit, très belle, pas toute jeune, mais encore assez belle. Fin de l'histoire. Qui sait? Avant 5 ans, je crois, c'est en 48 ou 49, à Paris, à Tanger, une femme, une aventurière, qui s'appelle la comtesse d'Andurin. Elle trafique un petit peu, elle travaille dans un espèce d'hôtel, je sais pas quoi, et elle est gérante, et elle fait du trafic de cigarettes, qu'on va acheter sur les bateaux dans le détroit, et qu'on ramène à Tanger. Alors elle a un yacht, et puis elle se fait aider par ce type-là, qui est un peu son amant d'ailleurs, beaucoup plus jeune qu'elle. Alors ils se disputent beaucoup, parce que le type se drogue, etc., donc il y a un peu de dispute. Et un jour, il rentre sans la comtesse. La comtesse, il y a eu des vagues, la mer était très mauvaise, elle est passée par-dessus bord, j'ai pas pu. J'ai essayé de regarder où elle était, lui jeter une bouée, etc., elle a disparu. La police, le procureur, le voilà en prison, condamné.
Mais il n'est pas resté très très longtemps parce qu'il n'y avait pas de corps, et etc. Donc, mais soupçon. Et ça se passe tout ça, il était jeune en les années avant 50, parce qu'elle est morte en 48 ou 49. Et la comtesse d'Indurin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une aventurière née dans la région de Biarritz, Bayonne. Elle harponne, elle fait de la galanterie, elle harponne le comte d'Indurin, qui est plus âgé qu'elle naturellement, qui est lui-même un peu un personnage marginal. Alors ils font plein d'escroqueries, obligés de partir où? Au Liban. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Et en Syrie. Et elle va elle va prendre la gérance de l'hôtel de la reine Zénobie à Palmyre. Tout le monde passe par là, c'est le seul hôtel de Palmyre. Moi j'étais d'ailleurs, à l'époque, j'étais dans les années 70, donc. Pendant la guerre, il y a le régime de Vichy, elle accueille le général Danz, qui commande la Syrie pour cette Vichy, mais elle traficote avec les Allemands. Parce que Vichy autorisait les Allemands à atterrir en Syrie pour se ravitailler en pétrole qu'ils vont chercher en Irak. Et elle travaille avec le service anglais et américain. Et le général de Gaulle, quand il vient il va être obligé de donner l'indépendance au Liban, à la Syrie, en anticipation, promettre mais de signer tout de suite pour l'indépendance. Ça se passe en 43 ou 44, ça. Il va aller à Palmyre et il connaît la comtesse d'Indurin. Elle est expulsée de là-bas, et elle atterrit à Tanger. Vous voyez le parcours. Et à Tanger, elle trafique des cigarettes. Elle trafique des cigarettes. Avec votre assassin qui vous vend du voilà. Et Malraux, dans le dernier entretien qu'il a avec le général de Gaulle, dans le livre, les chaînes qu'on abat, il dit au général, mon général, votre vie, c'est une vie d'aventurier. Et le général a cette réplique magnifique. Mais non, mon cher Malraux, j'aurais bien voulu être aventurier. Vous savez ce que j'aurais voulu être? J'aurais voulu être la comtesse d'Indurin. Et donc, Malraux savait qui c'était d'ailleurs, finalement. Et donc, on croit entendre le général de Gaulle, le plus paradoxal des hommes, avec qui pouvait sortir des trucs énormes. Voilà. Il dit, j'aurais préféré être la comtesse d'Indurin parce que c'était elle, une vraie aventurière. Il aurait fini noyé dans le détroit. Peut-être. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة أول مرة ليه بيقولوا الحب أسير ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع افرح واملا الدنيا أماني لا ولا انت حناشا تاني افرح واملا الدنيا أماني لا ولا انت حناشا تاني أول مرة أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب قول أحكي ولا أخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب افرح واملا الدنيا اماني لا انا ولا انت حناشا تاني افرح واملا الدنيا اماني لا انا ولا انت
امتحنا شداني أول مرة أول مرة. قلبي عدلي كل كلامك كلمة بكلمة. Les années 90, c'est un peu les derniers feux avec Yves Vidal. Alors oui, parce qu'Yves Vidal va mourir à la fin des années 90. Alors il reste encore pas mal, c'est en effet la disparition de ces deux-là qui étaient des phares. Et Yves. La chute de Jörg Kassel aussi, qui est le changement de lieu, là pour aller à d'art zéro. Et puis le Patrick aussi. Mais il y a encore des grandes fêtes là pour Patrick Deloriaz tous les ans, etc. Ça va durer un grand moment. Et puis le roi Hassan II meurt en 99. Nous sommes là d'ailleurs, c'était fin juillet. On vient d'arriver. J'entends à la radio, je sais pas quoi ça. Et oh là là, on n'annonce pas la mort, mais on pense qu'il y a quelque chose parce que la radio met des classiques, etc. Et je vais chez Scherer, il y a d'ailleurs Aïcha Benjeloun qui est là, qui est venue prendre un thé aussi. Elle met là des radios marocaines, rien que la musique, bien. Et puis un peu plus tard, l'apparition je crois du prince héritier qui annonce le décès de son père, et voilà. Et donc, ouvre une nouvelle, parce que ça c'est en fin juillet 99, et je crois que le roi vient à Tanger en août, tout de suite. Il va prendre l'habitude de venir. Il y a donc 20 ans d'une transformation de la ville, telle qu'on la voit aujourd'hui, qui continue, etc. Qu'est-ce qui reste du passé Naturellement, le passé, c'est les gens qui ont habité, etc. Moi, je ne suis pas un nostalgique, gens qui sont désespérés parce qu'ils voient des changements. Moi, j'ai connu Tanger, où il y avait des bidonvilles en centre-ville. Là où il y a par exemple, le boulevard de Paris, il y avait un grand bidonville où il y a les cliniques à Salam, etc., où il y a un square, là. C'était un bidonville. Il y avait la Casa d'Italia, il y avait un bidonville. Voilà, oui, des gens qui habitaient là, absolument. C'était d'ailleurs un bidonville qui était dans un terrain qui appartenait à une famille juive, les Ben Shimol, qui avait un hôpital psychiatrique. Et puis après on a fait le foyer des vieux juifs là-bas, à côté de l'hôpital italien. Voilà. Vous n'êtes pas nostalgique parce qu'il y a eu, même le Tanger ancien était quand même, avait ses mauvais côtés aussi. Et il y a des améliorations aussi. Absolument. Le pire moment, je pense que ça a été les années 70 même. Pas pour nous. Parce que la société européenne et cosmopolite vivait un peu à l'écart, il faut bien le dire, hein. On se désolait parce que justement, Monsieur Porte avait fait faillite, c'est vendu, le Claridge de très bons restaurants était devenu un bar pas tellement bien, enfin tout ça, tout c'était ces grands changements, et puis la ville était délabrée. Le Minza, c'était pas toujours merveilleux, c'était bien les suites et tout ça, mais il y avait plein de choses qui n'allaient pas. On a même eu peur que ça ferme plusieurs fois dans les années 80. Voilà, absolument. Et alors, j'ai pas de... Non, je crois que d'abord, il faut rien regretter, mais c'est le cas. Je fais toujours une analogie mythologique. Tanger, il répond au mythe du phénix. C'est-à-dire, ça fait partie de ces endroits qui passent par des phases de décadence, comme il y en a eu d'ailleurs dans l'Occident. Il y a eu des villes énormes qui sont devenues rien, et le contraire, finalement. Des bourgades, du temps de Charlemagne, Paris n'est rien, il s'installe à Aix-la-Chapelle. C'est valable pour presque tout. Et puis, la ville qui ressemble le plus à ça, c'est Alexandrie, finalement. C'est de l'autre côté. Et Alexandrie, la même chose. Il y a eu un éclat extraordinaire autour de 250, à l'époque des Ptolémées, de la conquête d'Alexandre, la fondation de la ville, d'ailleurs. Il y avait quelque chose, déjà. Un nouvel empire, le des Ptolémées, la conquête romaine, ça dure, et finalement, la ville va tomber dans une sorte de décadence, parce que elle est un peu victime des querelles internes et au fond des querelles religieuses. Je trouve qu'Alexandrie a été victime de ce que l'Empire byzantin a dû trancher. Et il y avait deux villes qui s'opposaient religieusement dans le christianisme initial, Alexandrie avec le patriarche et celui d'Antioche. Et tous les deux se disputent sur des problèmes théologiques graves. Enfin, quand on y pense maintenant, ça paraît moins. Alors 50 ans de Tanger,
Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours revenu et qu'est-ce qui fait ensuite que cette ville vous est attachante? La force de l'habitude, je pense, si vous voulez. C'est que quand, au bout d'un moment... Vous auriez pu aller à Cannes de la même façon? Non, Voilà. non, Avec alors c'est drôle, j'étais sur la Côte d'Azur, j'ai visité, etc., mais je n'ai jamais eu de coup de foudre pour aucun endroit de la Côte d'Azur. Aucun. Donc il y a quand même eu du coup de foudre. Ah oui, oui, sûrement. Et oui, alors oui, oui. Il y a, je vous dis, à cause de l'Algérie... À cause de l'Algérie. Ah oui, ça m'a rappelé. Mostaganem, c'était ça. Une ville européenne. Danger peut rappeler Oran. Et Ah oui, Marseille. complètement. Et Mostaganem, c'est la même chose. Une ville européenne au bord de la mer, un port. Une médina. Des vieux quartiers, des nouveaux. Et un monde cosmopolite. Beaucoup d'Espagnols. Beaucoup de Juifs. Quelques Italiens. Pas trop d'anglais à Mostaganem, mais des gens d'un peu partout, et une société un peu cultivée, du théâtre, de ciné-club. Non mais c'est ça, la vraie raison c'est ça. C'est le cosmopolitisme et le fait que ça vous rappelle l'Algérie, Voilà. l'Algérie de votre enfance. Et il y a pas, sur la Côte d'Azur, j'aurais pas rencontré tous ces gens-là. Bien sûr. Voilà. Et ça aurait été beaucoup plus terne peut-être, beaucoup plus plat. Moi, Plus luxueux, mais plus Oui. moins... c'est comme pour le travail. Alors qu'avez-vous fait dans votre vie? Alors, L'ENA? oui. Alors, en sortant de là, très étrangement, je voulais aller au ministère de la Culture. Alors, malheureusement, j'étais pas mal placé, mais était parti très très vite dans le haut du classement, enfin, ou le bas, parce que ça commence 1, 2, 3, 4, 1, jusqu'à 100, 120, etc. Et donc, dans les 20 premiers, où je n'étais pas, la culture était partie parce qu'il y avait un camarade que j'aimais beaucoup, avec qui j'avais fait des études justement à Sciences Po et autres, qui était Hubert Védrine. Et alors Hubert me dit, écoute-moi, on est dans les années 70, j'aide François Mitterrand pour ses futures campagnes, etc. J'ai besoin d'aller à la culture où on va pas m'emmerder quand je voudrais prendre des congés, où le travail n'est pas accablant. Et donc je m'arrangerai, mais il me faut que j'aille là. Je peux pas aller ailleurs. C'est là où rien. La préfectorale, c'est trop occupé, puis c'est pas à Paris. Les grands corps, je suis pas assez bien classé. Et d'ailleurs, Mitterrand, il avait du culot. Il lui dit, mais tu n'as pas réussi à rentrer dans les grands corps, il dit-il à Hubert. Alors, il dit, ah, oui, mais voilà, c'est que, à force d'être obligé de préparer des notes et des dossiers, etc., j'ai pas bien travaillé pendant la scolarité. Et puis, la diplomatie aussi, c'était oublier ça. Et Jean Rosa, qui lui-même s'intéressait à l'audiovisuel, et à ce moment-là, comme il voulait aller ensuite dans les sociétés, il a été pendant 40 ans le vice-président d'Arte, avec Jérôme Clément. C'était l'adjoint de Jérôme Clément, Rosa, maintenant à la retraite. Et puis un troisième, je ne sais plus pour quelle raison. Donc, ils prennent les 3 postes disponibles. Alors moi, j'en avais marre, je dis, écoutez, alors je voulais même démissionner. Alors le directeur, M. Racine, me dit, écoutez, non, parce que si vous démissionnez, la démission d'un élève rétrograde le truc. Le dernier à être nommé à la Cour des comptes ne pourra pas être nommé. Parce qu'on supprime un des postes dans les premiers. Voilà, on me supplie de rester. Je dis, bon, je vais aller aux finances. Alors je vais à la direction générale des douanes, parce qu'il y avait un copain avec qui on rigolait beaucoup, c'était un pied noir d'ailleurs, Lubrano, très pied noir, ça s'appelle du pastis, sanisette, tout ça. Et donc il me dit, viens, c'est formidable, on gagne très bien sa vie aux douanes, et tu vas voir que c'est bien. Je fais pas longtemps, et je réussis à sortir, à aller à la culture, à la direction de la musique d'abord, c'était formidable, parce que j'avais connu André Larquier, qui était mon directeur adjoint de la musique, et puis ensuite au Musée de France. Ensuite, je fais ma mobilité à la ville de Paris pour diriger les musées de Paris, Petit Palais, Musée d'Art Moderne, Carnavalet. Donc vous dirigez les musées de la ville. J'étais détaché à la ville de Paris. D'accord. Ça dépendait de Chirac, ça. Parce que j'étais à l'État, mais détaché à la ville de Paris et diriger les musées. Là, je vous dis, on a fait des grands travaux. D'ailleurs, il y avait les maisons de Victor Hugo. J'ai créé le musée Zadkine de mon temps, etc. Donc c'était assez bien. Et puis, j'allais rentrer au ministère de la Culture et le directeur des affaires culturelles, M. Boutinaro, me dit M. Chirac veut vous voir, il faut, allez-y, d'appeler sa secrétaire, Mme Esnou, là, je ne sais pas ce qu'il vous veut d'ailleurs, il m'a dit il faut y aller. Alors je vais, et je vois encore rentrer, Mme Esnou ne voulait pas, le bureau de Chirac, c'était 2 fois ce hall-là, à l'angle, côté Seine, 10 mètres de hauteur de plafond, tout d'enfer, un bureau.
et des tas de tables. Il y avait une table de réunion. Le fameux bureau du maire de Paris. Du maire de Paris. Et alors, Chirac est assez courtois, c'est les gars, il se lève, je le revois encore. Ah, monsieur Andrieux, si vous avez la bête des deux mains comme ça. Je suis ravi de vous voir, je vous remercie d'être venu, j'avais quelque chose à vous demander. Alors, on s'approche, et il y avait caché dans un grand fauteuil comme ça, il me dit, est-ce que vous connaissez mon grand ami que j'admire énormément, Pierre Séguers? Pierre Séguers, qui est éditeur, poète lui-même, éditeur d'art, il faisait beaucoup de choses sur la poésie persane et les miniatures persanes, et également poète d'aujourd'hui, qui était la grande collection poétique. Je veux faire une maison de la poésie à Paris, aux Halles, dans les bâtiments nouveaux qu'on venait de construire, là. Mettez-vous à la disposition de Pierre Séguers, et montez-moi tout ça, vous, sur le plan administratif, et lui. Alors, on fait un conseil artistique, des expositions, on recevait des poètes, on faisait des soirées, enfin, une activité, alors j'avais du personnel, en plus qui m'aidait beaucoup. Bon, je fais venir des gens qui avaient travaillé avec moi au musée, tout ça, ça allait très bien. Et Séguers, adorable type, sa femme exquise. Et Donc vous créez, vous dirigez la maison de la poésie, sa création. Et celle qui est Impasse Molière? Non, c'est fini. C'était aux Halles. C'était à Saint-Eustache. Là, il y avait un grand local. Alors il fallait monter un petit peu, mais en fait c'était magnifique. C'était la plus belle période de ma vie parce que à ce moment-là, par Séguers, on commence à préparer des grands hommages. Et là, j'ai la chance de rencontrer Francis Ponge, Jean Tardieu, Philippe Soupeau, avec qui je deviens très intime. Philippe Soupeau, le pauvre, était très âgé. Il buvait une bouteille de whisky et fumait 3 paquets de cigarettes par jour et mangeait du chocolat noir presque exclusivement. Alors, il me disait, vous savez, j'ai eu malheureusement un cancer des cordes vocales il y a 50 ans de ça. Mais enfin, on m'a soigné, ça m'a passé. Malheureusement, ça m'a donné la voix de l'homme que je déteste le plus au monde, François Mauriac. Il est dans une maison, pas de retraite, c'était des studios pour de 3e âge, là, rue, entre la porte d'Auteuil et Michel-Ange, rue Chanaise. Et sa fille, Madame Chemetov, la femme de l'architecte, Gabriel, n'amenez pas du whisky et des cigarettes à mon père. Je dis, Chemetov, il a 95 ans. Vraiment, je vais vous dire, pardon, je suis désolé, mais moi je vais pas refuser un homme de 95 ans qui d'ailleurs a toute sa tête, qui me fait passer des soirées exquises. Les après-midi, j'allais là-bas. Alors, il avait commandé chez un traiteur chinois un truc, il mangeait très peu de petits trucs comme ça, et de petits nems. Et là, je lui tirais les verres du nez. Et vous savez, quand vous êtes, vous avez en face de vous un type qui me dit, en 1918, au moment de la fin de la guerre, le pauvre Apollinaire avait été blessé et il m'avait donné rendez-vous au De Bagot. Alors, il m'a dit, il va venir un garçon que j'aime beaucoup et qui est très brillant, très bien. Je veux que vous vous entendiez tous les deux et que vraiment vous agissiez ensemble parce que il est formidable et toi aussi. André Breton. Donc, quelqu'un vous raconte la rencontre d'André Breton et de Philippe Soupeau. Et d'Apollinaire. C'est la naissance du surréalisme. Vous comprenez ? J'en ai les frissons. C'est-à-dire que, de toute ma vie, je n'ai pas dirigé de banque. Je n'ai pas gagné des fortunes. Je n'ai pas été directeur ou ministre ou tel. Mais mes amis qui ont été ministres, Mme Guigou, Védrine, ou tous ces gens que j'ai connus de ma promotion ou de l'ENA, même jour Hollande, il me dit, mais mon pauvre, mais tu as eu une chance, parce que j'ai fait passer, j'étais dans son jury à Hollande, quand il a passé l'ENA, avec Ségolène aussi. Moi, j'ai été président de la République, mais j'aurais sacrifié ça à l'idée de rencontrer tous ces gens-là. Et Hubert Védrine me dit la même chose, il me dit, tu vois, quand tu me racontes tout ça, mais je sais pas, c'est pas Francis Ponge, des après-midi entières, oubliez Voltaire, oubliez Rousseau, oubliez Diderot. C'est des imbéciles. Ils se sont trompés. Non, le grand écrivain, c'est devenu très réactionnaire, Ponge. Vous savez, je donnerai tout ça pour une page de Rivarol. Il prenait le défense illustration de la langue française, il commençait à lire. Je dis ça parce que justement, j'ai rencontré des gens comme ça qui étaient, on s'attendait pas à ça. C'est Mitterrand, le peu que j'ai vu, vous savez que Mitterrand était absolument formidable. Il disait, vous voyez, au fond, Giscard,
il aimait beaucoup plus Maupassant, qui est un écrivain très estimable, disait Mitterrand. Mais beaucoup de lire Maupassant. Mais vous savez, moi, j'aime beaucoup mieux Gobineau. Les Pléiades, ça c'est de la littérature. Je pense que moi j'appartiens à cette catégorie de gens pour lesquels la littérature est tout et le reste n'est rien. Un incroyable témoin de votre temps. Ben, un petit peu, par la force, sans l'avoir cherché. Mais vous voyez, Jean Tardieu, la même chose. Il vous raconte comment il a créé France Musique et France Culture. Ça s'appelait d'ailleurs le Club d'essai. En 1946, à la radio, il dit ben voilà, il faut créer une radio culturelle. Alors, littérature, poésie, musique, il crée France Musique. Enfin, ça s'appelle pas encore France Musique, mais un programme musical entrecoupé. C'était le mélange de France Musique et de France Culture. Jean Tardieu. Alors, je vous dis pas en plus la poésie de Tardieu, le théâtre, un mot pour ça c'était quand même d'un niveau. Et Jean Tardieu, une culture, son père avait été un peintre
qui avait travaillé en Indochine, il avait fait des magnifiques tableaux de l'Indochine. Ça. Et Tardieu, un jour me dit, ils avaient un appartement, sa femme est une chercheuse de l'Institut Pasteur. Elle dit, je vais vous faire un thé, là. Alors elle va à la cuisine, et Tardieu me dit, Gabriel, quel est votre tableau préféré? Genre, vous savez, c'est difficile, parce que il y en a plusieurs. Ah non, mais celui, s'il y en avait qu'un. Et alors, c'était tout Jean Tardieu. Parce qu'il a écrit beaucoup sur la drôlerie, la bomberie, etc. Il dit, voilà ce qu'on va faire, on va prendre des papiers, vous allez écrire le truc, et moi aussi. On va le plier. Et quand sa femme s'appelait Marguerite, quelque chose comme ça, quand Marguerite va venir, elle ouvrira, elle lira. Elle l'ouvre, et tous les deux, on avait écrit le chien. Et Tardieu me dit, je vous demande pas lequel, il dit, vous non plus. C'est le chien de Goya. Mais tout d'un coup, je me suis dit, il y a une transmission de pensée. Pourquoi Jean Tardieu? Je dis, ni vous ni moi ne pouvons l'expliquer. Mais tous les deux, nous avons pensé que c'était le tableau qui comptait le plus pour nous. Je dis, moi, c'est le tableau le plus métaphysique qu'on ait fait. Il y a un chien qui regarde un trou, il regarde comme ça le ciel. Il y a des nuées un petit peu comme celles au-dessus de Moïse quand Dieu lui envoie les 10 commandements. C'est un peu ça. Et surtout le chien minuscule. Minuscule. Encore une fois, il est au bord de l'abîme. Il regarde un peu le ciel. Il y a que la tête qui dépasse. Et c'est tout Goya. Donc voilà. Et j'étais à Sommières rencontrer Laurence Durel. Alors Laurence Durel est un poète de style pindarique qui écrit admirablement des poèmes d'une beauté, vraiment parce que il ressuscite cette poésie grecque d'une manière extraordinaire. Vous voyez chez Gallimard là. Et lui, personnage aussi parce que je lui ai fait parler d'Alexandrie, de Sicile, tout ça. Mais un monsieur qui buvait beaucoup, etc. Mais je pourrais multiplier les exemples comme ça c'était le moment où il y avait encore René Char. Alors René Char dit, je ne viendrai pas à Paris, mais je vous autorise à faire une interview là où je parlerai de ce que je voudrais, etc., etc. Et je lirai un texte on a fait une soirée où on avait projeté des photos de lui. Et Char aussi, c'est un personnage feuillet d'hypnose, c'est quand même. Je me dis toujours, comment ces gens-là ont accepté de me recevoir, je sais pas, j'ai jamais eu d'explication et je pense que peut-être Tanger aide à créer une magie comme ça autour des choses. Mais ici aussi, il y a eu des gens formidables, j'ai rencontré des gens très extraordinaires. Ce 25e épisode de Détroit était consacré au haut fonctionnaire français, ancien directeur des musées de la ville de Paris et fondateur de la Maison de la Poésie de la capitale française, mais avant tout un amoureux de Tanger, ville à laquelle il est d'une fidélité implacable depuis plus d'un demi-siècle, Gabriel Andrieux. L'entretien a été réalisé en mai 2023 à l'hôtel El Minza, cerné par les travaux du Fendak Chejra. Numéro bricolé par Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de luth extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. Les musiques d'accompagnement sont Each Man Kills the Thing He Loves de P. Raben, sur des paroles d'Oscar Wilde interprétées par Jeanne Moreau, et Awal Maratib al-Yahalbi d'Abdel Halim Hafed, choisi par votre podcast pour illustrer cet entretien, et l'Adagio du concerto en sol majeur de Maurice Ravel, le Chamber Orchestra
of Europe étant dirigé par Vladimir Jurovsky, Hélène Grimaud au piano, choisi par Gabriel Andrieux.